Les amis, souhaitez-nous bonne chance, on va en mer. Putain, je viens de récolter ma première moule quoi. J'ai jamais eu 3 caméras pour me filmer en train de manger une moule quoi. Ça me rappelle d'autres tournages. Salut les amis, aujourd'hui je suis au Mas Blesse Coquillage. On va voir comment on fait des moules et des huîtres avec Ellie. Ellie, comment ça va? Très bien, et toi? Ça va plutôt pas mal, on est dans un cadre assez idyllique. Toi tu me disais tout à l'heure quand on mangeait que tu t'en es même plus compte parce que tu as grandi ici. C'est ça. Où est-ce qu'on est ici? Mais donc ici on est au bord de l'étang de Thau, en face de Sète. Donc Sète est juste en face de nous là. Voilà, on a la plus belle vue de Sète en fait d'ici. C'est vrai. Tu vois, on est pas mal déjà. Donc on est au bord de l'étang et nous on travaille sur l'étang. Moi mon activité c'est de produire les huîtres plates et les moules de l'étang. Les huîtres plates, déjà tu rentres dans des trucs techniques. Moi je voulais savoir un petit peu ta vie avant qu'on aille directement dans le vif du sujet. T'as grandi ici? Alors oui, j'ai grandi ici, j'ai grandi à Sète. Je suis arrivé un peu dans ce milieu par ma mère en fait. Ma mère était poissonnière dans les halles de Sète. Mon oncle faisait la pêche des palourdes. Un jour, ils se sont installés du coup, ma mère, mon oncle et leur sœur, ma tante aussi. Ils ont acheté cet endroit pour commencer à produire des huîtres. Donc mon oncle avait tous les diplômes et tout qu'il fallait pour avoir le bateau, pour pouvoir aller sur l'eau et acheter le mas et les tables. Et en fait, ma mère s'est mise à arrêter de vendre du poisson pour vendre le coquillage qu'il produisait. Et alors c'était quoi qu'ils produisaient comme coquillage? Donc à l'époque, c'était les huîtres principalement. Ils ont commencé par les huîtres. Voilà, les parce huîtres, que la palourde, ça se les pêche comment? Et la palourde, ça se pêche en apnée. Ah ouais? Donc mon oncle continuait à pêcher les palourdes aussi. Et ma mère vendait les palourdes de mon oncle aussi au marché. Mais dans les temps aussi? Oui, oui, dans les temps. Alors il n'y en a quasiment plus aujourd'hui. C'est un coquillage qui a beaucoup souffert de surpêche à une période. Et un peu aussi, on pense quand même du réchauffement climatique aujourd'hui. Donc beaucoup moins, il n'y a plus du tout les pêcheurs comme il y avait avant. Il y en avait des centaines. Et du coup maintenant, ça s'est un peu perdu comme pêche. Mais il y en a, oui. Il y a de la palourde, il y a aussi des escargots de l'étang. Il y a des oursins. Donc il y a quand même pas mal de ressources dans l'étang. Il peut y avoir des couteaux. Et après, par contre, dans l'étang de Thau, la seule pêche qui est autorisée, c'est la pêche en apnée. On ne peut pas pêcher avec des bouteilles ou quoi que ce soit. C'est forcément en apnée. Ça, c'est un truc que je rêverais faire quoi. Tu fais ça toi? Je ne le fais pas de façon professionnelle. Après, il y a des périodes, des saisons, tout ça. Et puis, bon, après, quand tu n'es pas pro, on peut y aller 2 heures et faire peut-être 2 kilos, nous. Quand un pro, on aurait fait 20 d'escargots ou quoi que ce soit, quoi. Et puis, il y a des saisons. Il y a des coquillages qui se pêchent qu'en hiver, d'autres qu'en été. Ok. Donc, ta mère se met à bosser ici avec ton oncle. Et ma tante, ouais. Et ta tante. Toi, t'as quel âge à ce moment-là? Bon, moi je suis jeune hein, parce que là j'avais même pas 10 ans quoi. Moi j'ai des photos avec mes cousins où on est là, bon ça a totalement changé mais on est tout jeune et nous on s'amuse là. En fait quand ils se sont installés, ils venaient bosser plutôt le samedi, tout ça. Ma tante bossait de temps en temps ailleurs la semaine. Ma mère faisait plutôt le marché, la vente tous les matins. Et après ils venaient bosser tous les 3 le week-end et tout ça. Ils ont commencé comme ça. Donc nous on était là avec les cousins et tout, on s'est amusé là pendant des années. On a grandi là, on a mangé là tous les week-ends ensemble. Donc ouais c'est quand même un endroit que je connais plutôt bien. Il a beaucoup changé, et les temps aussi, mais le milieu je connais plutôt pas mal. Et alors, tu as dit 2 fois le mas là? Oui. Le mas, qu'on ait la définition, parce que le mas en France, c'est pas toujours la même chose. Le mas chez vous, c'est. Voilà, ben nous, en fait, le lieu de production ici de l'huître, c'est le mas conchylicole, quoi. Il y a des endroits en France où on va dire la cabane, nous, c'est le mas, quoi. Ici, on est un peu en Provence encore, ici, même si on est un peu parti, on est dans le sud, et donc c'est vraiment le mas, ou le masé, on disait dans certaines familles. Et en fait, c'est la petite maison dans un endroit reculé, le mas à la base. Donc c'est comme ça que c'était ici avant. Il n'y avait pas beaucoup de maisons, il n'y avait rien, il n'y avait que les mas, donc le mas conchylicole, quoi. Une des différences qu'il y a entre la production d'huîtres sur le côté atlantique, c'est l'appellation de la cabane. Ouais, c'est souvent, mais il y en a d'autres. On appelle ça souvent la cabane. Ouais. Et après, oui, il y en a d'autres. On va voir que la façon dont tu produis les huîtres, moi je ne l'ai jamais vu. Tu fais ça sur corde, c'est ça? Voilà, donc ça c'est spécificité de la Méditerranée. Hein. C'est pas que nous qui faisons ça. Ouais, mais moi j'avais jamais vu. Toute la Méditerranée, on fait de l'élevage en suspension. Voilà. Alors on n'en dit pas plus. On va vous laisser la surprise pour plus tard. Et toi, quand tu étais petit, tu savais que tu allais faire ça? Non, du tout. Moi, j'ai toujours été bien ici. Je me suis beaucoup amusé ici et tout. Je me suis pas dit que je ferais ma vie forcément ici. Mais j'ai toujours été ouvert à tout. Donc je m'étais jamais dit, ah non, je ferais surtout pas ça non plus, quoi. Ouais. Tu sais ce que tu voulais faire quand tu étais petit? Non. Non? Non, je n'ai pas souvenir d'avoir eu une envie vraiment spéciale. Après, à l'école, j'adorais toutes les sciences. Donc j'ai suivi un cursus de chimie. Je suis parti à Montpellier faire un lycée où j'ai fait un bac chimie, quoi, grosso modo. Un bac de sciences et technologies de laboratoire spécialisé en chimie. Et après, je suis parti à Toulouse où j'ai intégré un IUT de génie chimique.
génie chimique, génie des procédés. Et là, j'ai rencontré plein de copains à moi, super et tout, et je connais mieux le centre-ville et les bars de Toulouse que la fac de Toulouse, quoi. Là, j'ai beaucoup fait la fête et tout, mais puis surtout le cursus. Ça me plaisait, mais je voyais qu'on s'orientait plus vers un travail plus de bureau, de travail en usine. Le génie chimique, en fait, c'était grosso modo appliquer les formules chimiques à l'échelle humaine, quoi. Donc c'était, je te dis n'importe quoi, on te donnait la formule d'un savon, et toi tu devais dire comment on va le faire pour produire 10 000 savons par jour, quoi. C'était pas forcément la vision de ce que j'avais envie de faire toute ma vie. Donc après, je suis revenu ici et j'ai intégré un BTS en alternance d'aquaculture. T'avais quel âge? Et là, j'avais 18 ans. Je suis parti après le bac à l'IUT. J'ai fait un an d'IUT. Ah oui. J'ai fait qu'un an parce que j'étais président du BDE, de mon IUT. Je faisais un peu trop la fête. Il fallait soit je reste à l'IUT, je m'y mette pour de bon, soit je rentre à la maison et puis je me mets à travailler comme il faut. Et donc je suis rentré. J'ai fait mon BTS ici par alternance. Donc BTS aquaculture. Ouais, au lycée maritime. Ah voilà, parce que j'avais demandé, parce que moi je connais plus le maraîchage, l'arboriculture, ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est la première fois que je vais sur une ferme conchylicole. Donc je connais pas du tout le parcours qu'il faut faire, quoi. Ben en fait, vous avez des lycées agricoles. Nous, on a un lycée maritime. Ça rentre dans la case lycée agricole. Hein. D'accord. Donc on a des CAP, des BEP, Bac Pro, tout ça, donc dans tous les secteurs de la mer. Donc ce qui touche à la conche, donc en fait, ça va être un Bac Pro culture marine. On appelle ça. Donc là, ça va être assez spécialisé en conche sur 3 ans. Et après, il y a le BTS aquaculture qui là est plus vague, on va dire. C'est pas de la spécialisation conchiculture, quoi. Hein. Ça peut être pour celui qui veut faire élever des poissons, du poisson d'ornement, du poisson duquel on va se nourrir, ou de la conchiculture ou de l'aquaculture d'étang d'eau douce. Donc ça englobe plein de choses. Et après, au lycée maritime, il y a d'autres formations. Tout ce qui a trait à la mer en fait, tout ce qui va être pour ceux qui vont aller conduire les bateaux, les chalutiers, tous les marins en fait doivent passer par un lycée de maritime à un moment ou à un autre. Ok, donc juste pour faire un point au niveau des termes techniques, si j'ai bien compris, tu as la conchiliculture, c'est l'élevage de coquillages. Voilà, c'est ça. L'ostréiculture, c'est les huîtres. C'est ça. Et la myciculture, c'est les moules? La mythiculture. La mythiculture. Ah oui, parce que la myciculture, c'est genre les champignons, non? Ok, donc toi, tu es à la fois ostréiculteur et mythiculteur. C'est ça. Donc là, toi, tu as fait un BTS du coup? C'est ça. Et t'as enchaîné tout de suite à venir travailler ici après? Oui, ben en fait j'ai fait mon alternance ici, j'ai attaqué à travailler ici et après j'ai passé des diplômes complémentaires qui te permettent de t'installer en fait. Il faut avoir quelques diplômes, des formations pour adultes qu'on appelle là. Moi j'ai passé le 240 heures et ça c'est plus des formations qui sont axées sur la comptabilité, tout ça, tu vois, c'est pas sur le travail en soi, mais qui sont nécessaires pour pouvoir t'installer comme patron, quoi. Et après j'ai travaillé tout de suite ici avec ma mère. Petit à petit, ma mère m'a laissé la place et j'ai pris de plus en plus les rênes jusqu'à être le patron, si on veut, parce qu'elle est quand même encore là des fois à surveiller, à me tirer les oreilles. Et elle dira toujours que c'est moi qui décide, mais en fait, bon, c'est pas toujours la réalité, quoi. Oui, parce que là, ta maman est toujours là, mais maintenant, tu l'as mise en cuisine. Alors ma mère, elle est plus ou moins à la retraite. On a des difficultés dans la profession en ce moment et donc de temps en temps, on l'a fait revenir pour venir nous aider. Et là, oui, en ce moment, elle m'aide un peu en cuisine pendant que moi, je fais le service à la dégustation. Parce que l'activité cuisine, qu'on a eu la chance de goûter ce midi, c'est absolument incroyable, il faut vraiment que vous veniez voir. Mais l'activité cuisine, ici, elle existe depuis quand? Parce que, bon, déguster des huîtres, ça j'imagine que ça s'est toujours fait, quoi, que les cabanes, enfin les masses puissent vendre des huîtres à déguster sur place. Mais là, la cuisine comme vous le faites ici, ça date de quand? En fait, c'était compliqué. Chaque commune, jusqu'à il y a peu, imposait sa règle en fait. Il y a 3 ans, bon déjà nous on a eu une route qui dessert les masses depuis 3 ans. Avant ici c'était très difficile d'accès. C'était un chemin avec des trous, des bosses partout. Vous ne pouviez pas vous croiser à deux, nous on était les derniers de l'impasse. C'était très difficile d'accès. Et après, il y a 3 ans, il y a eu une harmonisation des règles tout autour du bassin de Thau, qui font que, grosso modo, il y avait des villes où tu pouvais faire tout ce que tu veux, faire de la cuisine, faire quasiment de la restauration. Je dis bien quasiment parce que tu ne pouvais pas non plus faire de la restauration. Il y avait des endroits où tu pouvais juste ouvrir des huîtres et il y avait des endroits où tu pouvais rien faire. Et là, il y a eu une harmonisation qui, grosso modo, la règle depuis 3 ans, c'est tu peux cuisiner de la façon que tu veux, du moment que ce sont des produits issus de ta production. Donc, huîtres et moules que tu produis, tu peux les préparer crus, tu peux les préparer cuisinés, tu fais ce que tu veux. Mais il doit y avoir que tes huîtres et tes moules.
de ta production. C'est ça la règle de base. Interdit d'utiliser du poisson, interdit d'utiliser de la viande. Donc on a une activité de restauration, mais en fait on appelle ça plus de la dégustation parce que c'est vraiment axé sur les produits que l'on produit. L'idée c'est de pouvoir valoriser notre production et pas d'aller acheter d'autres productions pour les vendre ici et juste se servir du cadre pour voilà, avoir un truc avec un cadre cool, quoi. Donc ça fait 3 ans. Ah, ça fait seulement 3 ans? Voilà, c'est notre 3e saison. Donc en fait, vous êtes plusieurs masses là, les uns à côté des autres. Comment ça se passe au niveau de la concurrence? Est-ce que tu considères que vous avez de la concurrence? Ben, on a de la concurrence, oui et non. On est sur un lieu où on est entre 400 et 450 entreprises de mémoire. Et en fait, on est quand même une majorité de très petites structures. La majorité des gens sont 2-3, un couple en général, qui font 3-4 jours de production, 2 jours de marché, et ça s'arrête là, quoi. La majeure partie des gens va faire son marché à tel endroit, tel endroit. Tu peux produire à côté du voisin. Si toi tu vas vendre à Montpellier et l'autre il va vendre à Marseille, tu seras concurrent sans être concurrent. Je n'ai pas l'impression d'être en concurrence directe avec mes voisins, quoi. Même si là, par exemple, mon voisin qui est à côté fait de la dégustation aussi. On a chacun nos spécificités. Moi j'ai mes plats que je fais moi qui me ressemblent à moi et eux ils ont leur façon de faire qui leur ressemble à eux. Avec ma mère, quand on a imaginé ce lieu, c'est vraiment un lieu qui est à notre image, quoi. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de froufrou, on fait un peu comme on est dans la vie de tous les jours. Et puis c'est vraiment notre lieu de production. Donc c'est vraiment un endroit où l'hiver il n'y a pas de table, il n'y a rien, on travaille là, quoi. L'hiver on fait une grosse partie de la production à cet endroit, donc une partie de la production qu'on fait très peu en été. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre de tout enlever et vraiment de garder cette place là pour mettre 4 tables et quelques chaises l'été et faire manger les gens sur place. Mais du coup, ça me donne envie de rebondir sur une question, c'est la commercialisation. En pourcentage, quelle part de production vient ici directement nourrir les gens aux 4 tables, comme tu dis? Quelle partie va en marché? Quelle partie va à des distributeurs? Comment tu répartis tout ça? En fait, nous, c'est un peu compliqué. J'ai pas la réponse exacte à cette question en ce moment parce que avant d'avoir ouvert ici, on vendait 100% de notre production sur les halles de Sète. Donc moi, j'avais un stand dans les halles de Sète que j'ai eu donc avec ma mère pendant, comme je te disais, ma mère était poissonnière là-bas. Elle a transformé son stand pour vendre des huîtres et moi, je suis resté avec elle pendant quasiment 17 ans. Ma mère a fait en tout 36 ans, si je ne dis pas de bêtises, dans les halles de Sète. Donc on a fait notre temps là-bas et quand on a ouvert ici, moi c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps, mais que je ne pouvais pas faire à cause de l'accessibilité du lieu. Quand on a ouvert là-bas, on a vendu après notre stand dans les halles et du coup on a complètement changé notre façon de faire parce qu'on produisait un peu moins, mais on vendait 100% en direct. Quand on a vendu les halles, on a racheté 2 concessions de plus, donc 2 tables en production de plus et on s'est mis à faire de la vente en gros, en demi-gros plutôt. C'est-à-dire qu'on vend à d'autres producteurs, par exemple pour la Noël, tout ça, quand ils ne vont pas avoir assez de production pour leur marché ou des choses comme ça, ou un petit peu à des marailleurs. Marailleur, nouveau terme technique. Vraiment, le marailleur, c'est celui qui va acheter à plusieurs producteurs pour avoir des plus grosses quantités à vendre, essentiellement à la grande distribution, quoi. Ok. Comment on appelle du coup les vendeurs d'huîtres, ceux qui ont des étals avec plusieurs types d'huîtres qui viennent de plusieurs endroits différents? En fait, c'est des poissonniers. En général, c'est chez le poissonnier qu'il y a les coquillages. Nous, les producteurs vont vendre en direct sur les marchés. En général, ils n'ont que leur production. Et après, sinon, des écaillés, vraiment écaillés, qui font que du coquillage. Il y a très peu de magasins qui ne sont pas producteurs, qui font que de l'écaillage. Mais en général, le poissonnier, d'ailleurs, on dit tout le temps le poissonnier, mais si tu vas faire la formation, tu n'as pas de formation poissonnier. La formation, c'est poissonnier, écaillé, traiteur. Ici, c'est particulier. Par exemple, dans les halles de Sète, les poissonniers ne vendent pas de coquillage. Très rarement, ils vendent des huîtres parce que historiquement, il y a toujours eu des gens qui vendaient que du poisson et des gens qui vendaient que du coquillage. Parce que les halles de Sète, avant, c'était les femmes des pêcheurs vendaient le poisson, la femme de l'ostriculteur, elle vendait le coquillage. Pour résumer, c'était un peu ça. Et ça s'est quand même bien gardé. Bon, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu me disais, et ça je ne savais pas, évidemment ça paraît logique, qu'il y a plusieurs variétés de moules, plusieurs variétés d'huîtres. Alors oui, il existe même en France plusieurs variétés de moules. Nous, on ne produit pas les mêmes moules que sur l'Atlantique. Et après, plusieurs variétés d'huîtres aussi. En fait, l'huître qui est produite en France aujourd'hui, majoritairement, c'est l'huître creuse. Et en fait, ce n'est pas l'espèce endémique des côtes européennes et françaises surtout. L'espèce endémique des côtes françaises et européennes, c'est l'huître plate. Donc l'huître plate, pour ceux qui sont amateurs d'histoire, souvent on dit que les rois adoraient les huîtres. Et en fait, ils n'ont jamais mangé une huître creuse de leur vie. Louis XIV, il a mangé que des huîtres plates dans sa vie. Donc il adorait ça. Quand on a mangé des huîtres plates à la meilleure période de l'année, on sait pourquoi ils adoraient ça. C'est extraordinaire comme coquillage. Mais donc oui, on produit de l'huître creuse et de l'huître plate. Et après, on va produire de l'huître creuse aussi, selon 2 méthodes de production différentes, ce qui fait qu'en finalité, on n'aura pas le même produit. Et ça uniquement par une petite technique de production que je te ferai faire sur l'eau.
Ah, super. Alors, on dit espèces du coup. Il n'y a que 2 espèces d'huîtres. Oui, c'est ça. En tout cas, qui sont élevées et produites en France. Elle vient d'où la Creuse du coup? Alors la Creuse, en fait, l'huître plate, il y avait des maladies dans l'eau fin des années 1800 qui ont explosé. En fait, c'est des maladies qui sont naturellement présentes dans l'eau, mais qui ont explosé et qui ont quasiment décimé les cheptels d'huîtres. Donc on a fait venir et on a introduit l'huître creuse qui venait au début du Portugal. On l'a amenée du Portugal et on l'a acclimatée chez nous. Donc au début des années 1900, c'est arrivé. Elle a bien vécu pendant quelques années et on s'est aperçu que ça marchait, mais moyennement. Et après, ils ont importé une souche du Japon. Ah ouais. Donc des fois, quand on parle vulgairement, les gens disent l'huître japonaise pour dire l'huître creuse. Et en fait, c'est une huître qui s'est extrêmement bien acclimatée à nos côtes et qui aujourd'hui est l'huître qui est naturellement présente le plus sur les côtes françaises en fait. Et après, les huîtres plates, ça avait quasiment disparu, enfin, l'espèce a baissé de partout, les cheptels naturels ont quasiment disparu. Il y a à Belon, c'est un estuaire assez particulier, où ils ont toujours continué la production de cette huître plate. C'est où Belon? Donc c'est sur l'Atlantique, hein. C'est pas du tout vers chez nous, mais eux ils ont toujours produit cette huître. Alors je sais pas si c'est la raison scientifique, mais moi c'est ce qu'on m'a toujours dit à l'école et tout ça, c'est parce qu'apparemment c'est un gros estuaire avec des gros apports d'eau douce, et donc les maladies auraient eu moins d'impact sur cette zone-là, et donc eux ont toujours continué à produire ces huîtres. Et nous ici il y a 15-20 ans il n'y en avait plus du tout de l'huître plate. Et il y a une écloserie, donc les écloseries, pour nous, c'est les producteurs qui font reproduire les huîtres ensemble et qui permettent de nous fournir des bébés. C'est une des 2 façons pour nous d'avoir des petites huîtres, parce que c'est très technique, donc nous on ne peut pas le faire chez nous. Le mec qui fait ses plants de légumes, il va pouvoir semer vraiment la graine et la récolter l'année d'après. Nous, c'est un peu plus... Ça, c'est vraiment pas du tout la majorité des maraîchers. La majorité des maraîchers, ils achètent des Ils plants. vont acheter les plants, ok. Ouais. Moi, mon métier à la ferme, c'est plutôt d'être pépiniériste, donc de produire des plants et de les vendre pour que les gens plantent. Donc en fait, moi j'ai des fournisseurs qui sont comme toi, ce que tu fais, mais l'équivalent dans la coche. Et donc il y a une entreprise qui a réussi à faire d'une essaim d'huître plate. Moi j'en cherchais à en faire depuis des années. Donc dès le début, j'ai travaillé avec eux. Les premières années, on n'était pas très nombreux ici. Je crois qu'on était moins d'une dizaine à travailler avec eux. Alors c'est quand même une production qui est très difficile parce que les maladies, quand elles sont dans l'eau, elles y restent en fait, hein. Elles sont réactivées suivant les conditions, tout ça, mais on va avoir une production qui est beaucoup plus difficile, mais qui donne un produit qui est totalement différent, qui est tellement bon que moi j'adore produire ça, donc on continue. Et maintenant on est très content, d'ailleurs cette année là on est allé plonger il y a un mois et demi, avec Boris là, avec mon jeune, on est allé plonger sur les structures sur lesquelles on va aller pendre les huîtres. On s'est aperçu que là où on met les huîtres plates tous les ans là, depuis quelques années, on commence à avoir des huîtres plates qui poussent naturellement, donc ça a repris tout seul un peu dans le milieu et qui survivent dans le milieu. Il y en a des très grosses, donc ça veut dire qu'elles ont survécu plusieurs années, donc on est assez content de ça quoi, parce que ça veut dire qu'on a aussi par notre action de production, on a quand même un peu ramené le produit naturel dans les temps, donc ça c'est cool quoi. Parce qu'une huître, ça peut être gros comment? Alors le record de la plus grosse huître, il me semble qu'il est de 3 kg et quelques. Et si je dis pas de bêtises, la dernière fois que je l'ai vu passer, c'est des Français qui l'ont vers Port-Saint-Louis-du-Rhône, vers Et Marseille. du coup, ça représente quoi? Un peu, je dirais comme ça en longueur et un peu épais comme ça quoi. Ah oui, ok, Ouais. un vase. Un rocher en fait. Okay. Mais oui, après nous, quand on les élève, tu vois, quand on les produit, on a des calibres là, et au-dessus de 150 grammes, c'est déjà les huîtres les plus grosses qu'on va vendre. Et des fois, nous, quand on en a des énormes, elles font 600-700 grammes, c'est déjà des très gros spécimens. Hein. Ok. Et du coup, je voulais te poser la même question en fait finalement pour les moules. Les moules, il y a aussi plusieurs espèces? Oui, et après, les moules, c'est différent, parce qu'il y a des espèces aussi en France d'eau douce, qui sont beaucoup plus grosses que les espèces d'eau de mer, mais qui se mangent pas, qui sont pas bonnes apparemment en termes de goût. Et après, je sais que vers le Japon et tout ça, ils ont des moules, eux, encore beaucoup plus grosses que chez nous, des trucs énormes comme ça, là, qu'eux mangent d'ailleurs, mais bon, sur des trucs énormes comme ça, ils sortent un bordel comme ça à manger. J'ai jamais goûté, donc je saurais pas dire ce que ça vaut. Mais nous, après, oui, je vais te montrer les moules les plus grosses qu'on a, nous, là, dans l'eau, tout à l'heure. Ça commence à faire des belles moules, quand même. Et donc, elle s'appelle comment, l'espèce? Alors, Mytilus galloprovincialis. Pour vulgariser, c'est la moule de mer. L'autre espèce de moule, c'est la moule de Bouchot. Justement, ça c'est une question aussi. J'y connais absolument rien en conchyliculture. Et donc je sais même pas ce que ça veut dire moule de Bouchot en fait. Ben, la moule de Bouchot, c'est une moule qui n'est pas produite chez nous. Donc c'est une moule qui est produite sur l'Atlantique, sur des bouchots, ce qu'ils appellent des bouchots. Alors attention, je m'excuse si je dis des bêtises là à mes collègues d'Atlantique. Moi, je suis spécialisé sur l'élevage de Méditerranée. Nous, on va élever en suspension. Eux, ils élèvent à plat.
pour les huîtres. Et donc pour élever la moule, en fait, ils ont un pieu qui est planté dans le sable, un gros pieu en bois, et c'est ça qui s'appelle le bouchot. Et en fait, leurs cordes de moule vont venir l'entourer autour de ce pieu pour que la moule puisse se développer autour de ce pieu. Et donc c'est comme ça qu'ils vont produire de la moule de bouchot. Ça s'appelle de bouchot par rapport au support. Oh, c'est clair. Ok, d'accord. Si je dis pas de bêtises, normalement c'est ça, mais je préfère m'excuser d'avance avant de me faire canarder dessus sur les réseaux sociaux, quoi. Ok. Mais voilà, après nous, c'est vraiment différent en termes de production. La Méditerranée et l'océan, c'est incomparable. La question qui me vient, c'est que tu me confiais, et tu l'as dit aussi en début de vidéo, que le secteur de la conchyliculture, c'est un secteur qui est assez compliqué en ce moment, parce que dès qu'il y a des problèmes de maladie, de ceci, de cela, tout le monde s'arrête d'en manger, il y a une vraie peur par rapport à ça. Et je me demandais, est-ce que le réchauffement climatique, c'est quelque chose aussi qui a un impact sur vos productions? On sait qu'en fait, l'huître peut être très résistante. On sait que ça a survécu aux ères glaciaires et tout ça. Donc on sait que les variations de température, ça l'impacte mais peu. En tout cas, lorsqu'elles sont dans un temps très long. Ce qui inquiète les scientifiques aujourd'hui, c'est la vitesse du réchauffement climatique. On imagine qu'une huître pourrait très bien s'acclimater à une eau à 30 degrés en permanence, mais si ça mettait 200 ans pour arriver à 30 degrés, ce qui semble pas être le cas. Mais bon, l'huître c'est quand même un coquillage qui est assez résistant. La moule en revanche souffre beaucoup plus du changement climatique, parce que la moule, quand l'eau dépasse une certaine température, en général vers les 28-29 degrés, la moule commence à mourir dans l'eau, même s'il n'y a pas de maladie quoi que ce soit, c'est des températures qui commencent à la faire mourir. Or avant, c'est des températures qu'on atteignait très très rarement, et grosso modo, il faut se dire que maintenant, entre le 15 et 20 août, on arrive à ces températures-là. Pas tous les ans, mais dès qu'il y a 15 jours, 3 semaines de canicule en août, on arrive à cette température-là. Donc la production de moules devient beaucoup plus compliquée, parce qu'en fait, avant, la moule, quand on les passe à la machine, on récupérait toutes les petites qu'on remettait à l'eau, et qu'on laissait un an de plus, et en fait, on récoltait des moules, et ça, c'est des étapes de production qu'on peut quasiment plus faire, en fait. Alors tu disais que parfois tu les remettais un an de plus, mais du coup justement, il se passe combien de temps entre le moment où tu mets ton bébé moule ou ton bébé huître sur ta corde et le moment où tu la récoltes? Grosso modo, on commence à mettre les petites moules en septembre, octobre, novembre, on va dire. On ensemence, on va dire, jusqu'à décembre, janvier, mais le principal, nous, de notre production, ça va être octobre-novembre. Et après, on les récolte à partir du mois de mai, juin, suivant les années. Les bonnes années, à partir du mois d'avril. Après, c'est les conditions météo qui font qu'elles poussent, et puis aussi, il faut qu'elles se remplissent. Donc, pour qu'elles se remplissent, il nous faut de la pluie et de la chaleur. Et des fois, en avril, il pleut des rabanelles pendant 15 jours. Il fait chaud les 15 jours d'après, là, elles vont bien se remplir, elles vont partir en pousse. On va pouvoir commencer à sortir la production. En général, c'est mai-juin. Et la production de moules, c'est quand même assez estival. On va dire que ça va jusqu'à fin août, surtout donc, avec ce dont on parlait tout à l'heure du réchauffement climatique. En tout cas, nous, en tant que producteurs, on essaye d'avoir fini d'écouler notre production avant la mi-août. Il nous en reste toujours un peu, mais on ne s'aventure plus à avoir des tonnes de marchandises à l'eau, alors qu'on a un gros risque de mortalité vers la fin août, quoi. Mais alors du coup, ça veut dire que vous plantez moins d'un an avant? Les moules, oui. Les moules, en fait, ça va très vite. C'est vraiment, on les met et moule, dans les mois qui arrivent, on récolte quoi. En fait, la moule, la première partie de sa vie, elle va la faire toute seule. La moule, elle va se reproduire naturellement dans l'eau, elle va se capter sur les rochers, elle va se capter sur les bateaux, elle va se capter dans les avant-ports. Et en fait, c'est le seul coquillage qu'on va avoir l'autorisation de pêcher dans les ports. Alors les gens, là, ne hurlez pas dessus, c'est dégueulasse, machin, truc. C'est des autorisations spécifiques à ce coquillage, à une certaine période de l'année, parce qu'on sait qu'elles ne vont pas être commercialisées. Elles vont passer en général 8 à 9 mois ailleurs, dans un autre milieu. Et la moule va très vite, de toute façon, perdre toutes ses impuretés. En l'affaire de 15 jours, 3 semaines, elle va s'être naturellement épurée dans l'eau. Et après, elle va filtrer l'eau classique. Donc, au début, on va aller le pêcher. Il y a des pêcheurs qui sont spécialisés là-dedans, donc on appelle ça des graineurs. Donc eux, ils vont aller ramasser des petites moules, mais elles peuvent être déjà, si tu veux, comme ça, quoi, presque à la moitié de leur stade d'élevage. Donc eux, ils vont nous pêcher les moules, nous les amener, nous on va les mettre dans des cordes tubulaires. Donc en fait la moule, pour la produire, on va la mettre dans une espèce de chaussette, un filet comme une chaussette géante. Et ce filet là, on va le mettre dans un filet en plastique avec des mailles beaucoup plus grosses. Cette espèce de chaussette, on va la mettre là-dedans parce que la moule elle va être toute dégrappée une par une. Et en fait on va attacher avec du raffia la chaussette blanche avec la corde en plastique. Cette espèce de chaussette blanche, c'est 100% biodégradable. Donc au fur et à mesure que la moule va pousser, au bout de 3-4 mois en général, on n'a plus du tout le filet blanc. Et la moule, quand elle pousse et quand elle grandit dans l'eau, elle produit le byssus, donc ce qu'on appelle la barbe. Et ça lui permet de s'accrocher à l'autre moule, tout ça, et à des supports. Et donc elles vont s'accrocher les unes aux autres et elles vont aller s'accrocher sur ce filet en plastique qui est autour. Et ce filet plastifié, ça fait une corde en fait qu'on va pendre dans l'eau. Et quand on va aller la ramasser, en fait, il va nous rester que cette corde en plastique et les moules autour. Et cette corde-là, on va la récupérer, on va la réutiliser tous les ans. Ok, j'ai compris. Et donc ça, c'est pour la moule. Mais alors, est-ce que ça veut dire que
vous arrêtez à partir d'août parce qu'il fait trop chaud, mais est-ce que ça veut dire que par exemple en Bretagne où l'eau est moins froide, ils peuvent produire toute l'année? C'est pareil, oui et non. En fait, l'hiver, théoriquement, on pourrait produire de la moule l'hiver, sauf qu'elle n'est pas pleine. Donc on n'a pas d'intérêt à commercialiser un coquillage qui a très peu de chair à l'intérieur. Donc on préfère attendre que ça remplisse davantage. Et après sur l'océan, ceux qui produisent de la moule de bouchot, après il y en a qui produisent de la moule de pleine mer, qu'ils appellent maintenant aussi. Et là, je suis moins connaisseur. Et ceux qui produisent de la moule de bouchot, ils sont souvent labellisés AOP, donc ils ont un cahier des charges et ils ont une fenêtre de tir aussi estivale. Et en dehors de cette fenêtre de tir, ils ne peuvent pas vendre de moule labellisée, donc normalement, ils restent dans le cadre qui est grosso modo l'été, quoi. Sur la moule, il y a une vraie saisonnalité. L'huître, c'est totalement différent. On peut en produire toute l'année. Donc on va en coller toute l'année, on va en récolter toute l'année. Mais en revanche, il y a quand même une saisonnalité dans le goût. Ah oui, il y a des C'est-à-dire moments où que- elles sont plus laiteuses et des moments où elles le sont moins. Voilà. Donc l'huître, elle va faire son cycle de vie toute l'année. On va dire que le cycle de vie démarre en juillet-août. Là, elle est assez fine en chair, elle n'est pas très charnue. Et en fait, elle va commencer à manger. Et tout l'hiver, elle va manger pour s'engraisser, faire des réserves. Pourquoi? Comme tous les animaux naturellement, ils se préparent à faire la reproduction. Donc en fait, tout l'hiver, elle va s'engraisser, accumuler de l'énergie. Et après, quand les conditions vont être favorables, donc que les températures vont remonter, elle va commencer à produire sa laitance. Donc là, elle va faire sa laitance. Et donc tout l'hiver, l'huître va être de plus en plus pleine. C'est là qu'elle sera le plus douce, qu'elle aura le goût iodé avec le petit goût de noisette et qu'elle sera naturellement facilement très pleine. Janvier, février, mars, l'huître elle est bien pleine. Et nous, producteurs, on n'a pas spécialement d'efforts à faire pour essayer de l'obliger à se remplir. Par contre, après, quand on va arriver dans les mois où la laitance va commencer, nous, on a une chance ici, c'est qu'on a des variations de température assez rapides. Donc, on va avoir une période de laitance très courte. Dès que les conditions vont s'activer, l'huître va transformer un peu ses réserves en laitance. Et dès qu'il fera assez chaud ou qu'il va y avoir un gros coup de mer ou quoi, un truc un peu stressant, elle va cracher sa laitance dans l'eau. Et donc à partir du moment où elle aura craché sa laitance, elle va être beaucoup moins pleine. On va arriver là, en général c'est au mois de juin-juillet que ça se produit. Et donc on revient au mois de juillet, comme je te disais tout à l'heure, où on a une huître qui est beaucoup moins pleine et qui va recommencer à s'engraisser. Donc en fait on peut manger des huîtres toute l'année. Et nous, sur tous les bassins ostréicoles, on a toujours mangé énormément d'huîtres en été. Alors que quand tu parles à des gens qui viennent du centre ou de la région parisienne et tout, ils te disent on ne mange pas d'huîtres les mois sans air. Parce qu'en fait, nous, c'est là où on en mange le plus. Parce que c'est hyper frais, c'est hyper rafraîchissant. C'est super cool de bouffer des huîtres avec tes potes à l'apéro, avec une bonne bouteille, tu vois. Donc l'été, c'est vraiment un truc hyper convivial. Donc vraiment, l'été, on a toujours consommé des huîtres et on peut consommer des huîtres en été. Il faut garder à l'esprit qu'elle sera un petit peu moins pleine qu'en hiver et que quand elle sera laiteuse, elle est consommable. Mais la laitance, ça donne un goût qui est un peu âpre, un peu amer. Donc il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui détestent ça. Donc il y a des gens qui ne consomment pas d'huîtres pendant qu'elles ont la laitance, il y en a qui adorent et qui attendent que ça, quoi. Et après l'été, elle sera un petit peu moins pleine, un peu plus salée parce que quand même, nous ici, l'été, on a un fort phénomène d'évaporation et on n'a pas de pluie. Hein. C'est très rare qu'il pleuve en été. On a 2 orages, il pleut pendant 2 heures et c'est fini. Donc on va avoir une concentration du taux de sel dans l'eau, donc elle est un peu plus salée. Voilà, on peut manger des huîtres toute l'année. Est-ce que tu sais d'où ça vient cette histoire de... On mange les huîtres les mois en R? Ouais. Tu as déjà entendu ça? Ouais, j'ai déjà entendu, ouais. Pour expliquer aux gens, c'est-à-dire on peut manger donc... Septembre, ouais. octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Et en fait, ça a vraiment une raison historique et comment dire, scientifique valable en fait. Ah. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Pourquoi? En fait, ça vient de Louis XIV. À l'époque, eux, les rois adoraient les huîtres. Mais ils ne savaient pas le conserver sur le transport. Mais c'était dur à transporter. Pour amener des huîtres de l'étang jusqu'à Versailles, tu avais 3-4 jours de calèche, tu vois. C'est clair. Et encore quand il n'y avait pas de trafic. Oui. Et 3-4 jours de calèche au mois d'août. Je te laisse imaginer dans quel état elles arrivaient les huîtres. C'est clair. Donc, sous Louis XIV, on avait interdit la consommation d'huîtres les mois sans air. C'était vraiment une interdiction qui a été ordonnée par le roi. Donc la raison officielle, c'était que pour éviter les épidémies en France, la légende un peu dit que Louis XIV était jaloux que lui ne puisse pas manger d'huîtres à Versailles, alors que des gens de moindre importance pouvaient en manger sur la côte. Et donc il a fait passer l'interdiction de consommer les huîtres sur toute la France les mois sans air. Et voilà encore une oppression de la bourgeoisie. Mais donc c'est vrai que c'est resté dans les mœurs. Et même aujourd'hui, que ce soit en région parisienne par exemple, quand je suis allé à Paris en été, à l'époque parce que ma femme y travaillait, c'est vrai que j'étais surpris de voir les bancs d'écaillés qui étaient fermés l'été. Dans des restos, des bancs d'écaillés qui sont fermés en été. Et en fait, eux, historiquement, toujours ils ont arrêté l'été. Alors qu'aujourd'hui, tu fous tes huîtres dans un camion frigo le soir,
Le lendemain matin, c'est chez les caillers ou le poissonnier à Paris. Ça a voyagé en transport frigo. Il n'y a plus aucune raison technique de ne pas manger d'huîtres en été. Et alors donc du coup, par contre, j'ai pas eu la réponse à ma question qui est combien de temps entre le moment où tu sèmes l'huître, moi je reprends le champ lexical du maraîcher. À quel moment tu sèmes, ça passe combien de temps quand tu récoltes? Alors l'huître, donc on a dit qu'on vulgarisait un peu. L'huître, on a à peu près 18 mois de production. Donc on a 2 étapes, chez nous, bien distinctes dans la production. Ce qu'on appelle le pré-grossissement, c'est-à-dire qu'on va recevoir des huîtres qui sont toutes petites, qui font à peu près la moitié d'un ongle, là, qui font 6 mm, et on va les mettre dans des poches, donc qu'on appelle des lanternes ou des perlettes. En fait, il y en a une là qui sert de déco. Ça, c'est les casiers bleus là. Voilà, ce petit truc bleu là. En fait, dans l'eau, c'est pendu droit. Et on met à peu près 250 huîtres par étage, qui sont toutes petites. Ah ouais. Ils font à peu près 5 mm. Et ça, on va les laisser que quelques mois. Sur la majeure partie des huîtres, on va commencer ces étapes de production vers le mois de juin, juillet. Et on va la terminer vers le mois de septembre, octobre. Et après, bon, quand on va les sortir, on va les vider. Il y en a qui seront déjà assez grosses pour être collées. D'autres qui ne le seront pas assez, donc on va remettre dans ces poches-là et ça là, on les collera plus tard. Donc attends, excuse-moi, parce que là, tu es à nouveau sur un terme technique que tu as utilisé plusieurs fois. Je me suis douté ce que ça veut dire, mais tu dis on va les coller. Donc ça veut dire on prend de la UHU et on la met comme ça, c'est ça? C'est à peu près ça. Donc nous, on sème pas, on plante pas, on colle les huîtres. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'on va les coller? En fait, on va les coller vraiment, pour le coup, sur une corde par 3 avec du ciment. Ah ouais. Donc en fait, les huîtres, là-bas, tu peux te retourner, tu peux le voir, on pourra le montrer peut-être à la caméra après. Ouais. On a des petites plaques en plastique ondulées. Dans le creux des plaques, on va venir déposer 2 huîtres comme ça dans le même sens. Donc avec la pointe vers le même côté, bien pareil dans le même sens. On va poser 2 comme ça. Et on va faire sur une rangée, on va mettre à peu près 25 plots de 2 nous. Parce que nous, on a à peu près 2,50 m de long sur notre plaque. Là-dessus, on va venir tendre une corde. Par-dessus cette corde, on va mettre une boule de ciment. Et après, on va revenir avec une dernière huître qu'on va mettre par-dessus. On va avoir les 2 huîtres en bas, la boule de ciment avec la corde qui passe au milieu et la 3e huître par-dessus. Et donc nos huîtres elles vont être collées sur la corde. On les laisse sécher et le lendemain, on va les pendre dans l'eau. Et c'est là toute la spécificité de la production d'huîtres en Méditerranée. Donc c'est qu'on fait un élevage en suspension. Donc nous, on va les pendre les huîtres. Une fois qu'on a fait ça, en fait, sur une huître d'élevage classique, on va quasiment plus la toucher pendant à peu près 1 an. Là, elle va passer à peu près 12 mois dans l'eau et quand elle aura passé à peu près 6 mois dans les poches avant. Donc c'est pour ça que je te dis 18 mois. Après, ça peut être un mois de moins, un mois de plus, suivant les années, les conditions météo, etc. Et suivant les huîtres qu'on va mettre et la période aussi à laquelle on va les mettre. Parce qu'on sait que l'été, sur les petites huîtres, on a une plus forte pousse en été. Donc si on les colle en septembre, ça va aller doucement au début, ça va s'accélérer en été. Si on les colle fin mai, on a plus fort risque de mortalité sur les juvéniles, mais on va avoir une pousse qui est plus rapide et puis eux sur leurs 18 mois ils vont connaître 2 étés assez rapidement. Donc ils vont pas rester 18 mois dans l'eau, ils vont rester moins longtemps que ça. Parce que tu colles toute l'année? Après on fait du collage toute l'année. Ah ouais. La plus grosse période de collage c'est l'hiver. Grosso modo janvier, février, mars. C'est ce qu'on fait ici en fait en hiver. C'est vraiment ici, on enlève toutes les tables et nous on a des tréteaux et les plaques dont je te parlais qui sont posées sur les tréteaux. On colle là-dessus, après on prend nos plaques, on va les mettre sur le bateau et on va pendre les cordes et puis on ramène les plaques, on les remet sur les tréteaux. Et ça l'hiver c'est vraiment le plus gros de notre production en hiver, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'après, comme on le fait moins en été, parce que quand même c'est plus difficile, c'est plus fragile, puis l'eau elle est plus chaude, on a un peu plus fort risque de mortalité, donc on en fait beaucoup moins l'été. Et donc c'est pour ça qu'on enlève toutes les plaques, tac, on met les tables et on peut manger sur place. Et voir des spectacles d'humoristes. Et voir des spectacles d'humoristes. Est-ce que Nawel, tu as une question? Mais dis donc, ça pollue pas les temps de mettre du ciment partout? Ben, au final, c'est la colle qui pollue le moins. Et j'aurais tendance à dire qu'il ne pollue pas. Il y a toujours quelqu'un qui va me prouver par A plus B que ça pollue, comme toute action de l'homme, j'ai envie de dire. Mais c'est quand même une matière assez inerte, le ciment, qui ne va pas se dissoudre, se diluer dans l'eau et qui ne va pas contaminer plus que ça. Après, c'est du ciment et de l'eau, hein. C'est pas du béton armé, y a pas de... c'est vraiment du ciment. Et de l'eau salée d'ailleurs. On utilise l'eau de l'étang pour faire le ciment. Du coup, je rebondis sur la question de Nawel. Effectivement, on commence à parler de pollution. C'est vrai que j'ai été végétarien strict pendant 10 ans. Mais par contre, je continuais de manger des moules et des huîtres. Parce que je disais toujours aux gens, moi je suis devenu végétarien pour des raisons écologiques. Et a priori, la production de moules et d'huîtres, ça pollue pas. Je disais même, tu me dis si je me trompe, que c'est même des êtres vivants qui filtrent l'eau. Donc à la limite, c'est nous, on mange les merdes qu'elles ont filtrées avant, quoi. Les coquillages filtreurs, c'est ce qui nettoie les océans, hein, de toute façon. C'est ce qui les nettoie parce qu'elles les filtrent. Et puis en plus, c'est quelque chose qui n'est pas assez pris en compte, malheureusement, à notre goût, par les autorités. Mais naturellement, les coquilles d'huîtres, une fois que l'huître est morte, c'est du calcaire. Donc ça lutte contre l'acidification des océans.
Ah oui, Une c'est vrai coquille ça. d'huître, ça met à peu près 20 ans à se dissoudre dans l'eau. Ça disparaît totalement, ça ne laisse aucune trace au bout de 20 ans. Et donc l'étang de Thau est très très peu concerné jusqu'à aujourd'hui. On peut rentrer dans un truc hyper pointu qui font que maintenant on va avoir les impacts de l'acidification des océans, mais parce que grosso modo jusqu'à il y a 20 ans, les producteurs rejetaient tous leurs déchets à l'eau, mais tous leurs déchets de production. On sait que le fait qu'ils rejetaient les coquilles d'huîtres, c'était bon pour l'eau. Après ils rejetaient aussi les restes de ciment, les restes d'algues et tout ça, et ça crée parfois des anoxies dans l'eau, donc ce qu'on appelait des malaigues, ça crée des anoxies, du manque d'oxygène. Quand l'eau se réchauffait, en fait ça pourrissait quoi en fait. Ça s'est arrêté au début des années 2000, ce qui fait que maintenant on est dans les années 2020 et on s'aperçoit que toutes les huîtres qui avaient été jetées, le calcaire qu'elles ont dissous dans l'eau commence à être moins présent, et donc un lieu qui n'était pas du tout impacté par l'acidification des océans, mais pas du tout. Les scientifiques ont fait beaucoup de recherches là-dessus parce qu'ils ne comprenaient pas à la base pourquoi c'était pas du tout impacté, alors que tu traverses la ville de Sète, tu arrives en Méditerranée, c'est impacté. Et en fait c'était à cause de ça. Et comme ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on ne déverse plus aucun déchet de nos productions dans l'eau, les coquilles mortes, il y en a beaucoup moins, donc il y a moins ce phénomène protecteur contre l'acidification des océans. Mais oui, c'est un produit qui est quand même assez écolo, quoi. On sait que par exemple dans le port de New York, ils ont introduit des cages avec des huîtres pour nettoyer le port. Mais des millions d'huîtres qui ne seront jamais commercialisées, jamais mangées, mais qui ont été mises dans l'eau pour nettoyer le port. Question bête, mais tu disais effectivement c'est une production qui est plutôt écolo, moi je te rejoins là-dessus. Et la question c'est, est-ce que ça existe, l'huître ou la moule bio? Alors ça existe, mais en fait en termes de pratique culturelle, il n'y a aucune différence. C'est que après du papier en plus. Ah ouais, c'est moule bio ou pas bio, c'est alors la la même moule, je suis pas sûr, mais je crois que si en fait. Après en fait il y a une seule chose, il y a ce qu'on appelle l'huître triploïde qui existe. Ouais. Ça, c'est une huître qui est faite pour ne pas faire de laitance. L'idée, c'est de reproduire une tare génétique qu'il y a dans la nature en la rendant triploïde, donc avec 3 gènes reproducteurs, elle ne peut pas se reproduire. Donc, elle a une tare, elle est pleine toute l'année et même en été, elle n'a pas de laitance. Bon, bref, cette huître-là ne peut pas être bio. Mis à part ça, ta production d'huîtres, comme la mienne, où nous, on produit un petit peu d'huîtres triploïdes, à peu près 5% de notre production, mais c'est vraiment pour quelques clients qui font leur marché et tout ça et qui veulent ça. Et sinon, on produit quasiment que de l'huître issue de captage naturel ou de l'huître des closeries, mais exactement les mêmes que celles qui sont issues de captage naturel. Ces huîtres-là peuvent toutes être bio, et en termes de pratique culturelle, il n'y a pas de modification à faire en fait. C'est des papiers et tout ça, et moi, il faut payer, et moi, je n'ai pas voulu le faire. J'avais fait l'audit à l'époque, quand je me suis installé, j'avais fait venir les gars là pour me faire un audit, tout ça, et grosso modo, ils m'avaient dit ça coûte 4 ou 5 000 balles, et on fait tous les papiers, on fait tout. Et en fait, nous, quand on finit une production d'huîtres, on est obligé d'épurer avant de commercialiser le coquillage, donc de le passer dans un bassin dans lequel l'eau est filtrée. Et l'eau est nettoyée. Elle est filtrée par un filtre à sable, un filtre UV qui va détruire toutes les bactéries, et elle est oxygénée, et donc ça permet d'enlever les impuretés de l'eau. Donc s'il y a des bactéries dans l'eau ou dans l'huître, elle va les cracher dans l'eau, l'eau est filtrée, elle va refiltrer de l'eau propre. Et ben, ça, on a obligation de le faire. Plutôt que d'aller en mer tout de suite, on va peut-être déjà aller voir les bassins. Une fois que tu les ramènes de mer, comment tu les filtres quoi. Allez, let's go. Donc là, tu vas nous montrer un petit peu le parcours de l'huître. Bon, on va aller en mer tout à l'heure, mais grosso merdo. On a expliqué qu'on collait les huîtres, on les a laissées un an dans l'eau après les avoir collées. On arrive en bateau, on les décharge sur le petit chariot qui est là, hop, et le chariot, on le pousse, on le monte ici. Donc là, tu vois le chariot sur rail. Quand on arrive ici, nos huîtres sont dans des paniers, quoi, et on va les vider là-dedans, dans cette petite machine, et ça, c'est une machine à laver, on va dire. Donc ça monte, ça tombe ici. Le petit rouleau va tourner, ça, je peux te l'allumer, tu vois. On a de l'eau sous pression, recule bien. Recule bien. Ah, c'est pour la caméra surtout. Ouais, t'as raison. Donc on allume ça, on a de l'eau sous pression qui tombe là. Ah oui, c'est vraiment la machine à laver, quoi. Voilà, tu as des petits trous partout, donc c'est de l'eau de l'étang, de l'eau salée. Elle nous sert à laver les huîtres, et là elle repart directement dans un tuyau. Elle est décantée par un décanteur et elle retourne à l'étang. En fait, l'huître tombe en haut, ça tourne, donc ça la fait descendre, tu vois, tu as des petits trucs qui la font remonter là. Et avec l'eau sous pression, elle est lavée. Donc lavée, en fait, ça enlève déjà les bouts qu'il y a sur l'huître. Les huîtres sont collées par 3. Le fait de tourner, de taper un peu, ça commence à les défaire. Et après, nous, elles tombent ici, donc dans une autre poubelle. On les met sur la table qui est là. Ouais. Et là, on les gratte. Une par une à la main, on les gratte. On enlève le ciment, on enlève tout. De là, on les remet à l'eau. Ah ouais? Voilà, on les met à l'eau dans des pochons. Là, pourquoi? Parce qu'en fait, ces étapes de travail qu'on fait, c'est l'étape la plus stressante pour le coquillage. Et en plus, on peut en abîmer un peu. Certaines huîtres, ça va les trouer un peu, tout ça. Donc, on va les remettre à l'eau. Elles vont refaire la coquille, bien propre et tout. Et elles vont se détendre, elles vont pas être stressées, tout ça. Quand on les sortira cette fois-là, on va les verser délicatement dans des casiers. Et les casiers, après, ils vont partir à l'épuration. Ce qu'on disait tout à l'heure, là où on filtre l'eau. Donc, une fois que tu les as mises dans la lavande séchante, elles partent à l'eau là-bas dans les temps, combien de temps? Minimum une semaine, 15 jours. Mais après, ça peut durer plus longtemps pour les stocker en fait. On peut les stocker pendant
1 mois, 2 mois. On essaye de ne pas les laisser non plus 6 mois dans ces poches-là, ça n'a pas d'intérêt. Ça nous permet de les stocker et après on va les sortir, les mettre en casier et les mettre à l'épuration. Et oui, parce que là, tu vas les épurer parce que comme on l'a dit, les moules et les huîtres, ce sont des filtrateurs de l'eau de mer. Donc s'il y a des cochonneries à l'eau, ça les récupère. Mais l'avantage, c'est qu'en les remettant dans tes casiers avec de l'eau propre, toutes les cochonneries qu'elles pourraient avoir, ça les lave en fait. Voilà, c'est une obligation en France en fait d'épurer le coquillage. Donc avant d'être commercialisé, il est forcément épuré. Il y a des producteurs qui ne sont pas forcément des établissements épurateurs, qui vont vendre à d'autres marailleurs, dont on parlait tout à l'heure, qui eux peuvent faire l'étape d'épuration. Mais ici, sur le bassin de Thau, la grande majorité des producteurs épurent eux-mêmes leur coquillage pour pouvoir le commercialiser en vente directe. Donc là, on a essentiellement des huîtres qu'on a mis à épurer, donc de différentes tailles, tu vois. Ici, on va avoir de l'huître moyenne. Ici, on a des huîtres un peu plus grosses. Donc là, tu vois, ça commence à être des gros calibres déjà pour être commercialisé. Tu vois, on a des huîtres un peu jolies là déjà. Ah ouais. Et ça, c'est loin d'être les huîtres, pour revenir à la question que tu posais tout à l'heure, c'est loin d'être les huîtres les plus grosses qu'on puisse avoir. On va les épurer, donc là, tu vois, en permanence, on a de l'eau qui coule. L'eau de tous les bassins retourne dans ce bassin, qui est appelé le bassin tampon, et celui-là part à la pompe. Donc là, on a vu ici, nous, dans cette zone-là, on épure les huîtres. Il y a juste ce bassin-là, en fait, chaque bassin est indépendant. Ce bassin-là, on épure les moules les plus grosses qu'on ait en ce moment. Donc là, tu vois, les moules grosses, donc tu me posais la question, ça va faire cette taille-là à peu près. Ah, c'est déjà des belles moules. Hein. C'est déjà, voilà, c'est de la moule à farcir, on appelle ça de la moule à farcir. C'est vraiment les plats d'ici, quoi, les moules farcies, les sauces tomates. Et là, l'eau qui est dans les bassins, elle vient d'où? Donc ça, c'est de l'eau de l'étang. Ah, ça aussi. On remplit les bassins une fois et en fait après on va épurer la même eau en permanence parce que du moment où on va remettre de l'eau ou on va rajouter un autre coquillage dans les bassins, on repart sur un cycle d'épuration. L'huître ou la moule doit être épurée au minimum 24 heures chez nous pour être commercialisée. Donc là tu avais toutes les huîtres et là-bas on a les moules, que des petites moules. On voit une différence notable, c'est que là-bas l'eau est transparente. Là ça mousse. Et là ça mousse. Pourquoi? Parce que Parce qu'elles adorent le savon. C'est à peu près ça. Et en fait, la moule, ça contient plus d'impuretés que l'huître. En tout cas, sur les coquilles et tout ça, ça contient plus de petites impuretés. Tu vois, là, qu'on voit bien. Et ça, en fait, c'est la suroxygénation qui permet de les faire monter dans la mousse. Et après, on enlève cette mousse. Tous les jours, on enlève la mousse. Et du coup, ça nous permet d'enlever toute cette partie des impuretés, tu vois. Donc l'eau, tu vois, si on regarde bien, l'eau, elle passe dans ce trou, en fait. Elle part dans le trou par trop plein. Elle part dans le tuyau qui va en bas et elle retourne au bassin tampon que je te disais tout à l'heure. Donc elle va au bassin tampon et du bassin tampon, elle est aspirée par derrière, là, tac. Cette pompe-là l'aspire et la filtration. Donc filtration de l'eau, on a quoi? Filtre à sable, comme dans une piscine. Donc ça permet de filtrer l'eau, d'enlever les impuretés physiques, on va dire, de l'eau. Donc les grains de sable, tout ça. Donc l'eau, elle arrive au filtre à sable, elle repart, elle va passer dans le filtre UV. Et le filtre UV, lui, va tuer toutes les bactéries. S'il pouvait y avoir des Escherichia coli, des coliformes, des choses comme ça dans l'eau, ils sont tués par le filtre UV. Et donc l'eau ensuite repart. Donc là, elle est refroidie l'été. Le fait de refroidir l'eau, ça permet de beaucoup mieux les conserver hors de l'étang. Donc là, en ce moment, on commence déjà à refroidir l'eau. Et après, elle est redistribuée dans tous les bassins. Et on a ce cycle de l'eau qui est filtré en permanence. Épuré comme ça, minimum 24 heures. Et à partir de là, on pourra les emballer, les commercialiser. Est-ce que ce serait pas l'heure de partir en mer, Moussaillon? Ouais. Bon, allez, c'est parti. Je m'habille. Hop. Impec. Nickel. Comment je fais pour serrer là? Comme ça là? Ouais. Bon, après, Mais il y a c'est du pas- ciment dessus, non? Ils sont plutôt jeunes. Là, si je t'aide, il faut que je lâche la caméra. Donc, va falloir faire un choix. On est bon? Je me mets quand même ma petite veste par-dessus, non? Toi, tu peux me suivre hein, maintenant que tu bosses avec moi, c'est bon. Hein. Allez, c'est bon, je te la reprends. Parce que les amis, ça doit faire des mois que vous n'avez pas vu Axel sur ma chaîne YouTube. Mais bon, comme actuellement nous sommes en farm tour, eh bien Axel est là et elle va venir avec nous sur le bateau. Oui, je suis trop contente. Et en plus, je viens de me réveiller d'une sieste, donc c'est parfait. Tiens, mais Axel, tu peux monter là si tu veux. Ah ouais, merci. Ah oui, moi je tente toujours. Hein. Au revoir Axel. Bye. Au Salut. revoir. Partez pas sans moi. Attends, il y a Noël. Mais pourquoi t'es pas prête, Nawel? Mais parce que j'ai pas pu poser la caméra, Nicolas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je Boris, sais c'est pas. quoi ça? Je t'ai pris une veste. Ok, merci. Les amis, c'est la première fois que je fais ça, je double film. Là, vous m'avez dans les deux sens. Si je me casse la gueule, c'est beaucoup de matos qui se cassent. Et regarde, je suis Antoine de Maximi. J'irai manger des huîtres chez vous. Capitaine, puis-je aborder? Vas-y. C'est trop beau. Est-ce que tu kiffes ta life là? Ouais, là, ouais. Franchement, là, ouais. Waouh, 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 qu'est-ce qui se passe? Là, en fait, on va récolter pour de bon là. Non, non, non. Mais ça nous sert. À mettre Axel en mer. Voilà. Ça nous sert à mettre les huîtres normalement et tout. Là, on a caché un peu
les caméras pour pas qu'elles prennent trop l'eau dedans. Mais c'est avec ça qu'en fait on charge et on décharge le bateau, donc soit dans les palox comme ça, soit sur des grilles en fer où on va mettre les poches ou les poubelles et qu'on va charger et décharger avec ça en fait. Pour pas avoir tout à soulever un par un de là jusqu'à là, sachant que l'eau est jamais au même niveau, tu vois. Donc ça peut être quasiment 50 cm, un mètre plus bas. Quand tu dois monter des poubelles de 50-60 kg. Les amis, souhaitez-nous bonne chance, on va en mer. Donc après, si tu veux, tu peux t'asseoir là. Attends, j'ai trop peur de tomber, Je me mets là, voilà, là j'ai l'impression d'être un petit touriste. On n'est pas bien là, Élie, tous les deux? Magnifique, j'adore. Putain, si ma mère me voyait faire ça! C'est vrai que là, c'est elle qui prend le plus de risques. Hein. Ah oui, clairement. Elle est de dos, debout, il n'y a aucune barrière. À un moment, je vais me prendre toute l'eau. C'est moi qui vais tout prendre pour vous. Ah mais t'es juste là, il conduit même pas en fait. Et du coup, dans l'agriculture sur terre, on parle en hectares de culture. Ouais. Vous parlez en hectares aussi ou pas? Alors nous, on parle en table en fait. Nos tables sur les tentes font la même surface. 10 mètres de large, 50 mètres de long. Donc 500 mètres carrés. 500 mètres carrés la table, divisé grosso modo en 20 carrés de 5 mètres par 5 mètres. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la profondeur pour la quantité d'élevage aussi. Vu qu'on fait un élevage en suspension, les premières tables qu'on voit par ici sont peu profondes et les tables qui vont être plus loin, plus au large, sont plus profondes. Donc elles vont être un peu plus productives. Ce que je te propose là, c'est qu'on va aller dans une table où il y a à peu près toutes les stades d'élevage de l'huître. Ok. Et on a parlé des huîtres, on a parlé de l'élevage assez rapidement. Et nous, en fait, on produit l'huître classique, l'huître creuse, et on produit l'huître plate, donc ça, c'est ce qu'on a dit. Et après, on fait une autre production, c'est l'huître qu'on appelle l'huître exondée. Ça, c'est la même espèce que l'huître classique, c'est la même huître au départ. Et c'est juste qu'il y a une technique de production qui est l'exondation. Donc l'exondation, c'est le fait de sortir de l'eau les huîtres, donc de la sortir des ondes. Cette technique-là nous permet d'améliorer la capacité de résistance de l'huître, on va dire, et son taux de chair. C'est inspiré de la marée que nous, on n'a pas ici. Donc on sait que la marée a certains bénéfices sur les huîtres et nous on s'est inspiré de ça ici en Méditerranée pour avoir des qualités qu'on n'a pas forcément naturellement facilement. Donc rendre la coquille plus dure et l'huître plus musclée en la sortant de l'eau et en la laissant sécher hors de l'eau. Une fois par semaine, nous on fait ça minimum. Donc c'est une technique de production un peu différente. Et là ce que je vais te proposer, c'est de relever toi-même une barre où il y a des huîtres qui sont exondées dessus. Tu vas me la remonter en entier, comme ça on va devoir un peu forcer, on va voir s'il y a du muscle. Et comme ça tu verras les huîtres, on les laissera sécher. Moi je les redescendrai sur ma côte de main et comme ça on pourra même ramasser une huître de suite et la goûter directement sur l'eau. Ah ouais, c'est génial ça. Ça me plaît ça. Et ben voilà, on va faire ça. Pour revenir à la question sur les tables, une table c'est un truc comme ça. C'est ça. T'en as combien de machins comme ça? Alors moi j'en ai 9, elles n'ont pas toutes la même vocation. On en a dans lesquelles on va produire des moules, on en a dans lesquelles on produit les huîtres classiques. Et après nous on n'en a qu'une seule qui est un petit peu rehaussée avec des perches qui tournent. Et ça permet de relever les huîtres justement, de les exonder, tout ça. C'est une technique de production sur laquelle on va de plus en plus, mais ça demande des investissements un peu onéreux, donc c'est quand même assez long. Et donc nous on a une table qui sert à faire ça. Et les 8 autres, il y a une table qui est très au bord de l'eau, donc qui nous sert essentiellement à faire du stockage, tu vois. Elles sont pas toutes forcément productives. Un petit focus 2 secondes sur Nawel qui est équilibré, je ne savais pas. Ouais. Je brave la tempête là. Je crains un peu pour ma vie, mais bon. Ma vie, carrément. Toutes les tables là, elles sont assez loin de chez toi, non? T'en as pas des plus proches? Alors j'en ai une qui est un peu plus proche, j'en ai dans d'autres zones de l'étang. Là on va aller voir celle qui se relève justement. Donc après elle est loin et pas loin, là on navigue assez doucement parce qu'il y a un petit peu de vagues. Et j'ai pas envie que vous tombiez une caméra, donc on navigue doucement, mais après sinon, en soi, c'est assez rapide, hein. Nous on est au plus, on a 5-10 minutes de navigation. Dans l'agriculture, on aime bien rassembler nos parcelles. Toi, elles sont vraiment à droite à gauche, quoi. Ben oui, après, nous on essaye d'avoir les parcelles les plus productives, si tu veux, donc en général on essaye d'avoir des tables le plus loin possible là-bas. En fait, la zone des tables s'arrête à peu près à la moitié de l'étang, et plus tu es proche de la fin de la zone des tables, plus l'eau est profonde, et puis surtout tu as une grande zone derrière où il n'y a pas de coquillages qui vont filtrer. Tu vas avoir beaucoup de phytoplancton, de zooplancton, et dès qu'il va y avoir du courant qui va ramener l'eau de là-bas vers ici, les premières tables vont beaucoup plus profiter de la nourriture en fait, tu vois. Parce qu'il va y avoir une concurrence entre les huîtres, suivant qu'elles sont dans une table ou dans une autre, et suivant qu'il y a du courant qui vient de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, l'eau va passer dans une table avant d'aller dans l'autre, donc elle va être déjà un peu filtrée et il y a de la nourriture en moins. Donc plus tu vas être au large, plus tu vas avoir de profondeur et plus tu vas avoir d'apport de nourriture.
Ouais, ça paraît logique. Parce qu'en fait, justement, là, ça permet de parler de la nourriture de nos coquillages. Voilà. Nous, il ne faut pas oublier qu'on ne nourrit rien, aucun médicament, rien. Donc tout est naturel. L'huître, c'est la protéine animale qui est considérée comme étant la plus écolo, la plus résiliente en fait. Parce qu'on essaye de reproduire ce que fait la nature toute seule, en l'optimisant en fait pour que ça pousse le plus uniformément et puis le plus rapidement possible. Mais on fait que reproduire ce que la nature fait naturellement. L'huître, on la colle parce que naturellement, quand elle est à l'état larvaire, naturellement, elle va se coller sur un rocher une fois et elle ne va plus bouger. Ben, nous, on fait pareil, on la colle sur le rocher. Et après, il n'y a personne qui vient lui donner à manger dans la nature. Donc nous, on ne va pas apporter de nourriture. Tu vas pas non plus mettre des antibiotiques, tu vas pas mettre d'engrais, tu vas rien mettre de tout ça quoi. Exactement. Donc là, on est dans une table où si tu veux, je peux te montrer les moules. Parce qu'il n'y a que là que j'en aurai. Ouais. Et après, on va dans l'autre juste à côté. Juste un peu plus bas. Ça me va très bien, de toute façon, j'ai pas le choix, c'est toi le capitaine. Par contre, c'est vrai que là, les amis, je sais pas si vous vous rendez compte, les conditions de travail sont très agréables, mais on est au mois de juin. Imaginez quand il faut faire ça décembre, janvier, février, ça va être une autre limonade, non? Bah c'est ça. Après là, le vent, vous trouvez qu'il y a un petit peu de vent. Il y a un petit peu de vent. Mais pour moi, c'est comme s'il n'y avait pas de vent. Là. On peut travailler assez facilement. Après l'hiver, ça peut être difficile à cause des conditions météo, notamment le vent. C'est peut-être plus facile pour moi de travailler en hiver qu'en été. Ah ouais? La chaleur, c'est insupportable. Ici, quand il fait chaud, il fait chaud. Hein. Et là, quand tu es sur l'eau, tu as la réverbération de l'eau et tout ça. Bon, après, c'est des habitudes, mais moi, je préfère travailler en hiver qu'en été. Alors là, je voudrais bien que tu te rapproches du palox, parce qu'on va un petit peu taper là avec le vent. Oh Ok. putain! Oh putain, on va taper, Nawel! Je m'accroche, je m'accroche. Je voudrais pas que tu tombes quand même, Non, moi non plus. même si Nicolas m'a demandé à plusieurs reprises de te faire tomber. C'est pas vrai, Nawel, j'ai dit que quand t'auras plus la caméra. Exactement. Donc là, tu peux t'approcher. Ah! Oui, là, le bateau va tourner, va venir se coller contre. Oh mon dieu. Et quand il va arriver là, il va taper un peu là-dessus, mais... On est d'accord, Eli, que t'as absolument pas mis d'encre ou quoi, là on... Non, là, on met pas d'encre, là, la structure, elle est plantée. Donc si D'accord. on a besoin, on s'attachera, on a des cordes qui sont là, on s'attache directement sur la table. Bon. Donc là, tu vois, c'est une table. Une table, donc c'est une parcelle en fait. Toutes elles sont espacées exactement pareil. Historiquement, quand elles ont été plantées, elles ont été mises à l'arrache. Tout le monde a fait ce qu'il voulait. Et dans les années 80, il y a eu ce qu'on appelait le remembrement. Tout a été enlevé et tout a été uniformisé, on va dire. Tout fait la même taille, ça a été mis et tout ça. Après là, on peut voir les dégâts d'une tempête de cet hiver, tu vois. Où tu vois toute la première partie, il n'y a plus les perches. Ah ouais. Il faut qu'on plonge pour les remettre. Faut que tu plonges pour les remettre là-bas? Et il faut que j'aille les sortir en fait, surtout de l'eau. Alors, je vais avancer un petit peu, fais attention. Ah oui, là c'est toi qui fais avancer le bateau là. Clairement, nous sommes à Venise, hein, là, nous sommes à Venise. Sur une petite gondole. Ça, ce sont des cordes de moule Ouais. qui sont suspendues dans l'eau là. En fait, tu vas voir. Donc là, dans l'eau, les moules, elles sont comme ça. Donc tu te rappelles, on a dit qu'il y avait un filet en plastique. Ouais. Là, il est au milieu, les moules se sont accrochées dessus, mais on ne le voit plus. On va pouvoir le voir ici, par exemple, juste. Tu vois, c'est des petites mailles qui sont en plastique et les moules peuvent passer du coup à travers. Tu vois, Ah ouais. tu vois, c'est ces mailles-là et les moules vont passer à travers. Et là, du coup, pour aller chercher les autres câbles là qui sont au milieu, parce que celle-là, c'est facile, c'est sur le bord, mais pour aller au milieu. Ben, en fait, tu on fais rentre passer le avec bateau en dessous. dedans. Ah ouais. Voilà. On rentre le bateau à l'intérieur et on va passer en dessous et on va aller récupérer les cordes. Après, on a la machine qui est sur le bateau là, qui nous permet de remonter les cordes en forçant un peu moins quand même. Attention à toi. Voilà. Nawel, Nawel, qu'on soit bien d'accord, en cas de panique, tu jettes la caméra sur le bateau et tu sautes. Hein. Tu ne pars pas dans l'eau avec la caméra. Est-ce que tu veux ramasser une petite moule là? Donc là, le but du jeu, c'est que je ramasse une petite moule. Bah tu la prends dans la main et tu tires. Là, vraiment, juste, je la prends comme ça et je tire. C'est ça. Putain, je viens de récolter ma première moule, quoi. C'est ça. Et là, par contre, je peux pas la manger, quoi. Si, tu peux la manger. Là, je peux la manger? Non, je vais te l'ouvrir et tu pourras la manger. Et donc là, tu vas pouvoir la manger. Putain, je t'avoue que ça me fait flipper. Pourquoi? Ça te fait flipper? Bah, je sais pas, manger une moule crue avant le spectacle de ce soir. Ah, ça va aller. Tu manges bien les tomates là quand tu les ramasses sur les plants. C'est pareil, hein. Tu les as pas lavées avant ni rien. C'est la même chose. J'ai jamais eu 3 caméras pour me filmer en train de manger une moule, quoi. Ça me rappelle d'autres tournages. Titre. Ah, monte-la. Allez, Allez. Olé. Santé. C'est bon ou pas? trop de sel, j'ai pas envie de la manger. Ah non, il va la cracher au poisson. Là, C'est trop salé. Là, j'ai là elles l'impression- sont salées. Ah, là, j'ai mangé vraiment un pot de sel. Ah ouais. Tu sais,
dans l'agriculture, pour plein de trucs, tu as des prédateurs, tu vois, notamment pour les poules. Est-ce que là, toi, les productions de moules et d'huîtres, tu as des prédateurs, genre des poissons qui viennent te voler les trucs? Ben, la dorade. C'est vraiment notre Ah ouais plus gros prédateur, surtout ici. Quasiment notre seul prédateur, mais ça peut faire des ravages, quoi. Ah ouais? Ça mange les petites huîtres, pas les grosses. Mais les huîtres, quand on vient les coller, tout ça, quand elles sont petites, ça peut les manger. Ça mange les moules aussi. C'est une mâchoire qui coupe pas, qui broie, comme un ruminant un peu. Donc ça arrive à casser la coquille et après ça mange ce qu'il y a dedans. D'accord. Wow. Attends, attends, je me replace. Attendez. Je me mets en sécurité. C'est bon, on peut y aller. Là, on était sur ta table à moules, c'est ça? Voilà, là c'est une table où j'ai des moules. Et là on va aller sur une table qui est moins loin, moins saut large on va dire, qui est moins profonde. Et où là on a des toutes petites huîtres en production, donc dans les perlettes comme je t'ai montré. Et on a aussi des huîtres en pochon après qu'on les ait sorties de la corde, qu'on les ait détroquées, qui sont prêtes à vendre. Et on a des huîtres sur corde qui sont là-bas pour être exondées. D'accord. Au niveau de la profondeur sur les temps de taux, on est sur quel genre de profondeur? Alors dans les zones de production, au maximum on va avoir une dizaine de mètres. Et au minimum on a dans les 3 mètres, 2 mètres, 3 mètres. Pour les moules, là, on avait quelle profondeur à peu près? Là dans la table où on était, il y a à peu près 8 mètres de profondeur. Mais les cordes de moules, elles font 4 mètres de long. D'accord, ok. Donc là ce que tu vois qui actuellement est déjà relevé Ouais. et au sec, c'est des capteurs. Donc le but, quand nos huîtres qui sont à côté vont se reproduire, que les larves vont être dans l'eau, le but ça va être d'essayer de les capter là-dessus. Et après on va récupérer les petites huîtres pour les coller. Et pourquoi là, c'est pas dans l'eau? Et là en fait, on attend le top départ pour les mettre dans l'eau. Là il y a des pompages d'eau qui sont faits régulièrement, vu que ça va être la période. Normalement au cours de ce mois-ci que ça va se faire. Il y a des pompages d'eau qui sont faits, on compte le nombre de larves qu'il y a dans l'eau. Et quand on va avoir le pic de larves, on va les mettre dans l'eau. Et on va régulièrement après les sortir pour les garder propres et les remettre dans l'eau tout de suite. Tout ce qu'on voit dans l'eau, là, c'est des huîtres. Donc là c'est des huîtres, et là c'est celle-là que tu vas remonter. Une barre entière, d'un coup. Là si tu veux on échange, je te prends la caméra, tu prends ça. Donc l'idée c'est simple, tu vas mettre le kikuyu dans le trou. Et après tu tournes. Excuse-moi, je vais mettre quoi exactement dans le trou? Tu vas me mettre le petit kikuyu dans le trou. Le petit kikuyu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un kikuyu? Donc je te montre le petit carré là-haut. Ah. Donc tu fais ça, et après t'as qu'à tourner. On est bon? Vas-y. Je te le mets en bas parce que sinon il risque de tomber. Et c'est pour montrer un peu aux gens aussi... Que c'est physique. Ouais, c'est surtout que ça se fait pas tout seul quoi. Ouais. Je te prête mon kikuyu Voilà. et puis je t'emprunte le tien. C'est ça. Et là, attention, kikuyu. Allez Nico, c'est Allez. bon de montrer que t'as des muscles. Allez. Oh Allez. putain, ça glisse. Là. Oh là là, il est fort. Faut que ça arrive jusqu'en haut maintenant. C'est le truc le plus léger. Hein. Je suis gentil quand même. Il y a une technique où je fais comme ça là à peu près. Non, vas-y, fais à peu près comme ça. Moi je suis à l'aise comme ça, en faisant des tours quoi. Donc là c'est bon, t'es arrivé en haut. Là il faut que tu attrapes le petit clou qui pend. Le petit clou qui pend. Ouais. Ah et je le coince là. Et tu le mets dans le trou qui est au-dessus. Parce que celui-là ça va être difficile. Ah ouais, comme À ça gauche. je le coince. Voilà, Comme ça et là ça va se bloquer. c'est ça. Non, mais t'es Et l'idée c'est que sur la table, tu as... Ça va tomber le kikuyu ou pas? Ouais, il faut que tu le descendes. Donc j'enlève le kikuyu. Vas-y, enlève-le. Enlevage de kikuyu. Et là ton kikuyu comment tu le coinces? On le pose à plat et... Attention. Et ça en fait quand tu viens faire ça, ben, il faut le faire 50 fois. À chaque fois que tu viens remonter les huîtres, tu dois le faire 50 fois. punaise. Là j'ai un truc à faire. Non, non, tu peux en prendre une. Mais Alors, alors, fais attention, là- ça risque de tailler un peu par contre. Hein. Ça risque de tailler. Tu veux que je te l'enlève moi? Juste je vais voir. Je vais essayer d'aller voir. Wow. Donc là tu vois, elles sont collées par 3 Ouais. avec le ciment et la corde est au milieu. Et comment Tu tu veux fais pas pour que les je le enlever? fasse? Ah si. Comment tu l'enlèves? Parce que moi j'ai pas su faire. Oh trop facile hein. T'en as pris une qui était toute seule. Ah, mais en même temps, faut travailler avec les bras mais avec la tête aussi. Hein. Donc là tu vois, on a une huître qui a été exondée quelques fois, qui risque d'être un petit peu au lait. Donc on n'a pas un couteau à huître, hein, alors soyez indulgents. Hein. Si je l'ouvre pas Il très, va la très manger aussi Nicolas? ça devrait être beaucoup moins salé parce que l'huître exondée en fait est naturellement moins salée. Elle a un taux de chair un peu plus important, elle contient moins d'eau. Nico c'est clairement ton meilleur look depuis le début du 20 tour. Y a pas à dire. Tu te souviens quand j'avais dit que t'avais pas de look? Ouais. Je retire ce que j'ai dit. Là t'es beau comme un cœur aujourd'hui. Plaisir, merci. Voilà ton huître.
Donc là, on est sur une huître exondée qui vient de se reproduire puisqu'elle a plus de laitance celle-là. Donc qui est un peu moins pleine que ce qu'elle peut être en janvier, février, mars où elle va avoir la chair qui remplit l'intégralité de la coquille en fait. Il ne faut pas confondre la laitance et une huître pleine ou charnue. Une huître pleine, une huître charnue, c'est du gras en fait, hein, c'est sa chair. Donc la poche blanche qui contient les gamètes va se situer toujours à cet endroit-là. Et donc là, on voit qu'il n'y a pas de poche. En fait, c'est vraiment, elle est épaisse parce qu'elle est charnue. Et la chair est très épaisse. Donc ça, c'est un gage de qualité quoi, chez l'huître. Ça va apporter plus de mâche, plus de croquant et ça va développer davantage les saveurs de l'huître. T'es prêt? Allez, let's go. Je te la défais En totalement. plus, c'est l'heure du goûter. Merci. Ouais. Effectivement, c'est bien meilleur. Enfin, c'est bien meilleur. ton C'est pas goût. que la moule n'était pas bonne, Mais c'est très différent. c'est en termes que de là, goût. la moule, je l'ai eu pleine de sel. Que là, effectivement, comme elle a du corps, mais qu'elle n'est pas laiteuse, t'as du gras, effectivement, et t'as vraiment de la mâche, comme tu l'as dit. C'est vachement agréable. Donc là, si tu veux faire un geste pour la planète, lutter contre l'acidification des océans, tu jettes ta coquille à l'eau. La seule chose que tu as le droit de jeter à l'eau sans qu'on vienne te tirer les oreilles. Vas-y Nicolas, fais un geste militant. Envoie. Moi, j'aime ma planète. C'est pourquoi, tous les jours après mon goûter, je jette mon huître. Je sais pas si vous avez déjà posé les questions de pourquoi est-ce qu'ici on récoltait sur les fils et pourquoi est-ce qu'à Arcachon, etc., on récolte dans des casiers. C'est vrai ça. Ellie, raconte-nous pourquoi ici. Mais c'est un petit peu évident, c'est parce qu'ici il n'y a pas de marée. C'est exactement pour ça, oui, parce que du coup, nous, on produit en suspension, donc c'est notre particularité. Voilà, on le voit bien, là, les cordes sont pendues sur la table et les huîtres sont pendues dans l'eau. Pourquoi sur Arcachon, sur toute l'Atlantique, en fait, ils font un élevage qu'on appelle élevage à plat. Parce qu'en fait, ils viennent mettre leurs poches d'huîtres à plat sur ce qu'ils appellent aussi des tables, mais qui ne sont pas du tout pareils. C'est des rangées de rails beaucoup plus bas, c'est à hauteur d'homme, c'est comme une petite table. Et eux viennent poser leurs poches dessus, mais ils peuvent faire ça parce qu'ils ont les phénomènes de marée qui fait qu'à marée basse, ils peuvent accéder à leur parc à pied. Enfin, en général, ils vont en bateau, en chaland, mais après, ils descendent dans l'eau et soit ils ont de l'eau aux genoux ou à la taille, mais ce que nous, on ne pourra strictement jamais faire. Et ça change quelque chose à la qualité de l'huître, au goût, j'en sais rien. C'est très différent hein, sur l'élevage. Ça accélère énormément la vitesse de production. De le faire sur fil? Oui, c'est tout con, mais une huître, dès qu'elle peut, elle mange pour grandir et grossir. Quand vous avez les marées, il faut se dire que la moitié du temps de sa vie, elle est hors de l'eau. Donc théoriquement, nous, elle est 24 heures sur 24 dans l'eau, elle mange 24 heures sur 24. Pour faire un très gros raccourci, elle va grandir 2 fois plus vite et elle va grossir 2 fois plus vite. Là, ce que tu as là, c'est des capteurs d'huîtres. Donc là, le but, ça va être de les immerger au bon moment pour essayer de capter les petites larves d'huîtres, qu'elles viennent se coller dessus et qu'après les huîtres grossissent là-dessus et nous, qu'on les récolte quand elles seront toutes petites encore, mais qu'on puisse venir les récupérer pour les coller ensuite sur les fils. On va s'avancer un peu par là. Et j'avais une autre question, pardon, avant qu'on parte là-bas. C'est devenu ta chaîne YouTube par Ouais, contre, Awel. Mais ça m'intéresse. Alors c'est drôle parce que je mange pas d'huîtres, mais étrangement j'ai plein de questions. Comment tu fais pour aller récolter jusqu'au milieu des rangs là-bas avec ton bateau? On rentre le bateau dans le carré et puis... Ah ouais. Si tu avais écouté, tu saurais qu'il a déjà posé la question. Je suis désolée, j'ai pas entendu. Excusez-moi, je suis Non, là mais voilà, à braver, parce que ça veut les petit tempêtes de la à petit Méditerranée. récupérer les clés de ma chaîne YouTube, mais ça n'écoute pas ce que l'auteur fait. Alors bon, C'est pas ça, je n'entendais pas. Vous voyez bien que là, je brave ça, la Awel. tempête méditerranéenne. Faut quand même dire qu'il y a très peu de vent. Hein. Là, on Non, a à peu près 30 km/h de vent. Hein. Donc c'est très peu. Hein. où est-ce que tu nous emmènes là? Là, on va rentrer dans celui-là et on va regarder les petites pernettes. Là où on met des petites huîtres qui, quand elles arrivent, elles font à peu près 5 mm. On va rentrer tranquillement dedans. Donc là, c'est des huîtres qui sont quasiment prêtes, celles-là, à être collées. Tu veux que j'arrête le bateau ou... Normalement, il ne va pas aller beaucoup plus loin. Légère. Donc ça, c'est des huîtres qui ont été mises en pousse à peu près au mois de janvier, qui faisaient 5 mm au mois de janvier. Donc tu vois, il y en a qui ont beaucoup poussé, il y en a qui ont moins poussé, il y en a qui sont mortes durant le cycle de pousse là. C'est ces huîtres-là qu'on va venir coller sur les plaques et sur le fil. Et une fois qu'elles seront comme ça, qu'on les aura collées sur le fil, tu imagines bien quand elles font la moitié d'un ongle, on pourrait théoriquement le faire, mais c'est quand même assez compliqué de venir les placer une par une. Donc de cette taille-là, on va en coller 2 comme ça, on va mettre 2 comme ça sur la plaque, le fil tendu tout le long, donc tu en as 2, tu vois, plusieurs plots. On met le ciment et tac, on met la 3e par-dessus. On laisse sécher, ça donne ça. Et à peu près un an et demi après, tu as ce qu'on a soulevé tout à l'heure. Il y a une petite moule qui s'est perdue là. Et ça, c'est une petite moule qui est venue se capter naturellement, tu vois.
elle s'est captée, elle a commencé à grandir naturellement dedans. Il y a une huître aussi là qui s'est captée naturellement dessus, tu vois. Parce que moi je les ai mis à l'intérieur, mais évidemment j'en ai pas mis à l'extérieur. Ça c'est une huître qui s'est captée naturellement et qui a poussé dessus. Je vais la laisser parce que sinon je vais me faire mal là. Après là dans le carré d'à côté, ça c'est des pochons. Donc c'est la dernière étape de production, ce que je te disais, c'est là qu'on les remet juste avant de les commercialiser en fait. Et là tu as les grosses qui sont prêtes à être vendues. Voilà, mais ça c'est celle que tu as déjà lavée dans la machine. Lavé, gratté. Dans la machine Donc, à laver. tu vois que c'est quand même, il va quand même falloir les relaver encore, hein, les épurer et tout ça, mais là celles-là elles sont prêtes à être vendues. Elles sont grosses, hein. Ça c'est les plus grosses qu'on ait. Donc on peut faire un petit comparatif si on veut. Donc une huître au bout de 5-6 mois de production et une huître au bout d'1 an et demi de production. Bon là il y en a une autre qui s'est mise dessus, évidemment. Ah oui, c'est une double huître là. Là j'ai attrapé une huître où il y en a deux. Et donc bon après on voit celle-là est toute petite. Donc ça c'est avant le collage et après le collage. Là vous avez vu le plus gros du travail on va dire. On aurait pu rentrer un peu plus dans le détail s'il n'y avait pas eu de vent, sortir d'autres cordes plus longues et tout, mais là avec votre matos, aller tout au large, on va peut-être pas s'amuser non plus quoi. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus au large? Il y a des cordes d'huîtres comme là, mais là tu vois celles-là sont vachement courtes vu qu'on les exonde. Là tu vois les huîtres, celles que tu as remontées, que tu as goûtées, elles sont toutes blanches, elles sont propres tu vois. Parce qu'on les sort toutes les semaines. Celle-là est beaucoup plus sale alors qu'elle est en fin de production. Elle a encore des impuretés, enfin des impuretés. Elle a des organismes vivants qui sont venus se capter dessus, tout ça. Sur une corde d'huître qui n'est pas exondée, tu as de tout. Hein. Tu as des algues, tu as des cascales, donc des micro-organismes. Tu peux avoir des oursins qui viennent manger dessus, les algues qui sont mises. Tu peux avoir des escargots, tu peux avoir des espèces de coraux. Enfin, c'est pas des coraux, mais bien dire des coraux, ça fait tropique, tu vois. On peut avoir des petites limaces de mer qui viennent dessus. Bon, en général, c'est plus dans le fond de la table qu'on va retrouver des limaces de mer, des hippocampes et tout. Mais on en a quoi. On va reculer, faites attention à vous. Bon écoutez, en tout cas moi je me sens en confiance avec Capitaine Eli aux commandes. Alors du coup je sais pas comment ça marche ici, juste pour ma culture G. C'est ouvert sur la mer ici ou pas? En fait c'est une lagune ici, c'est pas un étang. Ça s'appelle l'étang de Thau, ça s'est toujours appelé comme ça. Dans les textes des années 1600, c'est marqué étang. Mais au sens propre de la définition d'un étang, ça n'est pas un étang. Un étang c'est de l'eau douce. Et ainsi moi j'avais une question, tu y vas combien de fois par semaine? Où ça? À l'eau comme ça? Bah on y va tous les jours, hein. On a tous les jours des petites choses à faire, mais grosso modo oui on va tous les jours sur l'eau. Il y a des jours où on va passer plusieurs heures sur l'eau à travailler et d'autres jours où ça va être juste quand on a fini de gratter les huîtres, les pochons on va les rependre, tu vois. Ça peut être très rapide aussi mais on y va quasiment tous les jours, oui. On peut avoir un jour où on n'y va pas si tu veux. On ne peut pas travailler à terre plusieurs jours sans être allé sur l'eau. Quand elles sont petites, les huîtres par exemple, on va les mettre dans le bassin, on va les coller le lendemain et on va aller les pendre le surlendemain. Ça va être le max. On va aller un premier jour, on va pas y aller le lendemain sur l'eau et on va y aller le troisième jour parce que les huîtres qu'on a sorties, il faut quand même qu'on les remette à l'eau, qu'elles puissent se nourrir et tout. On ne peut pas les laisser non plus 2 semaines hors de l'eau sans aller sur l'étang. D'où la nécessité d'avoir quand même des masses de production qui sont vraiment au bord de l'eau, quoi. On dirait que tous les 15 jours, on pourrait très bien avoir une masse qui soit au milieu des terres. C'est pas le cas, c'est pas possible. Donc là, Eli, on arrive à la fin de la vidéo et moi, à chaque fois en fin de vidéo, j'aime bien demander aux gens qui nous accueillent s'il y a un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde dans cette vidéo et qu'on n'a pas abordé. On a parlé un peu de tout. Bon, après, on ne peut pas vraiment non plus expliquer tous les tenants et les aboutissants de cette profession qui est assez complexe. À la limite, j'aimerais bien faire passer un message aux gens, c'est que quand on parle de nous dans les médias et tout, c'est souvent pour dénigrer ce métier parce qu'il peut y avoir des problèmes sanitaires et tout. Et puis, dès qu'il y a le moindre problème sanitaire, on a une profession qui est extrêmement surveillée, ça impacte la totalité de la profession en France. Je trouve que c'est un peu dommage que les gens approfondissent pas plus le truc parce qu'il peut y avoir un problème sur l'étang, ça va durer 15 jours ou 3 semaines, donc après il n'y a plus rien. Il faut quand même savoir que les zones de production sont extrêmement surveillées, que nous on épure tout, on prend vachement soin du coquillage. On a un produit qui est hyper naturel, qui est quand même assez bio de base, on a essayé d'expliquer un peu pourquoi. Ça serait bien que les gens mangent plus parce qu'il y a quand même beaucoup de professionnels de la conche qui souffrent depuis quelques années, qui ont du mal à finir les fins de mois et pas que chez nous, sur toute la France. Les problèmes qu'il y a pu avoir à Arcachon l'année dernière, ça a impacté énormément chez eux, beaucoup d'entreprises, ça a impacté même le marché national français. Donc moi si j'ai qu'un message à faire passer, c'est manger des huîtres. Il y a plein de façons de les manger, vous n'êtes pas obligé de manger juste des huîtres crues. On peut manger des huîtres en hiver, se les faire gratiner et tout, c'est pas grand chose à faire. C'est de la protéine animale qui est quand même élevée de façon assez saine, donc allez-y quoi, profitez-en. L'élevage français c'est quand même un élevage qui est un des pays les plus producteurs d'huîtres.
parce qu'on était un des plus gros pays consommateurs d'huîtres aussi. Et ça, c'est un peu en train de changer, donc c'est dommage. Je dis aux gens, allez-y, mangez des huîtres, mangez des moules françaises et vous vous régalerez et ça bénéficiera à tout le monde, quoi. L'été, 2 douzaines d'huîtres, une bouteille de vin avec les copains, à l'apéro, il n'y a pas mieux, quoi. Et même les Parisiens et tout, là, les mois en R, ça n'existe plus. Hein. Donc vous mangez des huîtres en été, vous vous régalez, vous faites partir la consommation française et ça sera bénéfique à tout le monde. Et à nos zones de production aussi, parce que si un jour on n'est plus là, imagine bien ici, il y a déjà eu des tonnes de projets pour faire des marinas, des zones industrielles, parce que ici on est l'embouchure de tout, quoi. On a le canal du Rhône, on a le canal du Midi, on a la mer Méditerranée, tout est relié à l'étang. Si nous demain on disparaît, ben, c'est sûr que tu as une marina ou une zone industrielle incroyable. Et ça protégerait pas cet estuaire et cette zone qui est quand même magnifique, quoi. Ça a une richesse incroyable, on a de tout, on a des hippocampes, on a des grandes nacres qui sont en voie d'extinction. On est la zone au monde où il y a le plus de grandes nacres. On a des hippocampes qui sont une espèce qui est de plus en plus rare, des centaines de variétés de petites limaces de mer fluorescentes, et tout ça il faut le préserver. On a une production certes, on a un impact de l'homme certes, mais si on n'était pas là, s'il n'y avait pas eu ce métier là qui existe, cet étang il aurait déjà plus tout ça, la diversité de cet étang elle n'existerait déjà plus. Et c'est pareil sur d'autres zones de production. Arcachon, je parle d'Arcachon parce que c'est la zone la plus connue, on voit déjà aujourd'hui à quel point c'est touristique. Alors imaginez s'il n'y avait pas ces remparts de production hyper écologiques et qui font qu'il y a des zones qui sont interdites à la navigation, qui sont interdites au mouillage. S'il n'y avait pas les parcs, il y aurait des centaines de bateaux de plus, il y aurait de la plaisance en plus, et d'un point de vue écologique c'est quand même mieux d'avoir ça, d'avoir des petites productions avec des huîtres et des moules qui vont filtrer, qui vont nettoyer les mers, qui vont lutter contre l'acidification des océans, lutter contre le réchauffement climatique, plutôt que d'avoir des grandes zones touristique et uniquement touristique, parce qu'on peut faire cohabiter les deux. Il faut essayer de garder ces spécificités françaises, quoi. Et j'espère que une petite vidéo comme ça qui vous montrera un peu comment on travaille et l'esprit dans lequel on travaille, surtout pour montrer qu'on n'est pas là à faire de l'agriculture forcément hyper intensive. J'espère que ça vous aura convaincu de manger un peu plus de coquillages. Voilà, c'est tout. Eh ben, écoute, Élie, merci infiniment pour ta sincérité. Ben, Très merci à touchante. toi. Hein. Non, c'est avec plaisir. On sait jamais, peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent et qui ont vu ce reportage sur la conchyliculture et qui se sont dit, putain, mais moi aussi j'aimerais bien faire ce métier. Quel conseil t'aurais à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer? Ben, n'hésitez pas à essayer déjà, avant de vouloir se lancer forcément à son compte ou quoi. Il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent de la main d'œuvre. C'est des métiers qui sont hyper polyvalents, donc c'est quand même assez cool. Il y a plein de petites boîtes qui cherchent de la main d'œuvre. Et ça se fait de plus en plus aujourd'hui. Quand vous voulez vous installer, on vous conseillera de faire des stages d'immersion. Donc dans plusieurs entreprises, il y a plein d'entreprises qui vous accueillent franchement à bras ouverts pour aller travailler 15 jours chez un mec qui produit beaucoup, 15 jours ou 3 semaines chez un mec qui produit très peu mais qui fait que des marchés. Et ça permet de voir un peu toutes les pratiques culturelles et ça vous permet de vraiment vous faire une idée quand même de ce qu'est ce métier. Parce que c'est vrai que bon, quand on voit le soleil, le machin, on a un peu l'idée de la carte postale, mais comme tu as dit tout à l'heure aussi, bon, ben, quand tu arrives au mois de décembre, au mois de janvier, qu'il fait 10 degrés et qu'il y a 70 km/h de vent et qu'il faut aller sur l'eau ou qu'il faut rester dehors à coller les petites huîtres une par une et tout, c'est pas forcément fait pour tout le monde, mais n'hésitez pas à essayer parce que ben, peut-être que c'est fait pour vous quand même. On est comme tous les métiers agricoles, hein, il y a de moins en moins de personnes qui reprennent les entreprises, donc aujourd'hui s'installer c'est pas le plus difficile, mais à vous installer il faut savoir ce que vous faites parce que c'est des métiers quand même où il faut être passionné, c'est pas tous les jours facile, donc si vous avez envie de le faire, allez-y, faites-le, vous serez les bienvenus, que ce soit ici ou ailleurs, n'hésitez pas, mais venez essayer quoi. Si vous voulez vraiment être dans le jus, vous allez dans une boîte un petit peu grosse, vous faites la saison de mois à la Noël, vous serez payé et tout, hein. Mais vous allez voir ce que c'est quand il faut envoyer un peu parce que voilà, le travail c'est pas non plus que de se promener en bateau. Malheureusement, ça m'irait très bien, mais c'est pas que ça. Donc voilà, après, je sais pas plus à dire. Après, les formations, tout ça, rien de bien méchant. Il y a un processus à suivre, ça se fait quoi. Eh ben impeccable. Voilà. Merci beaucoup Élie. Ben, avec plaisir. On dit au revoir aux gens juste là. Salut les gens.